Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui à ce colloque étudiant. Donc aujourd'hui, je vous présente mon sujet de recherche dirigée qui porte sur les agents généraux en assurance de personnes, plus précisément sur les angles morts de l'encadrement et les enjeux de la responsabilité. J'ai décidé en fait de vous présenter ce sujet-là parce que, initialement, j'ai eu la chance de travailler en conformité au sein d'un assureur. Puis, durant ma formation, j'ai été témoin là, de la problématique qui était vécue par l'assureur, par le fait, en fait, de ne pas pouvoir tenir responsable l'agent général lorsqu'il y avait des manquements là, par les représentants autonomes ou les cabinets dans la vente, en fait, dans la distribution là, des produits d'assurance. Donc, ma présentation, en fait, va débuter par quelques chiffres pour justement vous présenter l'évolution de l'industrie de l'assurance des personnes au Québec, au Canada, excusez-moi. Et par la suite, je vais établir le cadre actuel législatif et réglementaire. On va voir ensemble qu'il n'est pas très complet. Et je vais terminer le tout en beauté en présentant quelques pistes de solutions, là, soit qui sont déjà sur la table à l'essai de nos régulateurs, ou bien qu'on devrait mettre de l'avant pour répondre aux enjeux présentement vécus dans l'industrie. Donc là, les chiffres sont tout petits, je m'excuse, pour ça, je n'avais pas prévu ça, mais je vais vous les dire. Donc, c'est un tableau, en fait, que j'ai tiré du site Internet de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes, donc l'ACAP, pour faire plus court. Je voulais vous montrer ça, en fait, pour vous illustrer vraiment le bond que l'industrie de l'assurance de personnes a vécu dans les dernières décennies. Donc, en 1960, on était à 46 millions, presque 47 millions de capital assuré au Canada. Et en 2024, on est rendu à près de 6 millions. Donc, on a vraiment vécu là, une grosse explosion au sein de l'industrie de l'assurance de personnes à ce niveau-là. Et au Québec, on est les plus grands consommateurs du Canada à consommer des produits d'assurance de personnes. Donc, c'est 2 Québécois sur 3 âgés de 25 ans et plus qui possèdent une assurance de personnes, soit sur la vie, accident ou maladie grave. Donc, pour être plus clair dans ma présentation, c'est important pour moi de vous présenter comment ces produits d'assurance-là sont distribués au Canada. Donc, on part de l'assureur qui, en fait, est le manufacturier, je dis l'expression, qui produit des produits d'assurance, bien que ça se dise mal. Mais effectivement, c'est de lui que partent les produits d'assurance qui va distribuer par l'entremise de l'intermédiaire. Donc, quand on pense aux intermédiaires, on pense initialement au cabinet ou aux représentants autonomes. Puis, ces intermédiaires-là, en fait, ils vont offrir les produits d'assurance des assureurs à leur clientèle via des représentants qui sont également inscrits. Donc, le représentant, en fait, quand il va être en contact, c'est vraiment la figure physique qui va être en contact avec le client et qui va représenter le cabinet là, ou qui va représenter en fait sa compagnie à titre personnel. Là-dedans, il y a l'agent général que je me permets de nommer de manière plus exclusive vu que c'est le cœur de ma recherche. Donc, l'agent général, lui, se place entre les représentants autonomes, cabinets et ou sociétés autonomes et l'assureur. Donc, le lien contractuel, le lien d'affaires, excusez-moi, est établi de manière contractuelle. À la base, les agents généraux sont entrés en jeu, surtout pour désengorger les systèmes des assureurs, donc alléger la tâche des assureurs, notamment dans le traitement de données et la conservation des données là, des polices, des clients, etc. Ils vont aussi assurer le paiement des commissions des représentants. Ils vont venir automatiser les tâches répétitives, que ce soit pour la souscription des polices d'assurance ou le renouvellement, par exemple, ou justement la satisfaction de la clientèle. C'est vraiment un entre-deux entre les deux gros acteurs principaux de la distribution des produits d'assurance. Bien évidemment, dans tout ça, ils sont aussi là pour améliorer la qualité des échanges entre les représentants
en fait, les intermédiaires et les assureurs. Quand on pense, en fait, quand je parle des agents généraux, il faut penser à World Financial Group, Experior, Hub Financial. C'est tous ces gros noms-là qui, à première vue, là, certains consommateurs, en fait, la majorité des consommateurs vont penser que c'est les assureurs, mais ce ne l'est pas. Et c'est vraiment, comme je le disais, un intermédiaire, si je peux me permettre. Au Canada, on est à 65 agents généraux qui sont responsables de plus de 4 milliards en primes par année. Et un tiers des primes provenant des affaires nouvelles là, proviennent également là, du traitement des agents généraux. Donc ça, c'est certain que ces données-là illustrent justement la place prépondérante que l'agent général occupe dans la distribution des produits financiers, des produits et services financiers. Et à titre d'exemple, je voulais vous donner ce petit chiffre-là. Chez l'assureur pour qui je travaillais, les agents généraux, en fait, représentaient plus de 40% des chiffres de vente des produits d'assurance de personnes. Donc, ce qui est quand même très considérable en espèces. Pour vous illustrer un peu comment ça fonctionne, c'est sûr que ça, c'est un schéma qui est établi au niveau très atomique, puisque dans la réalité, c'est beaucoup plus complexifié que ça. On a les agents généraux, en fait, ils vont se placer, comme je l'ai dit, entre l'assureur et les intermédiaires. Quand l'assureur va vouloir faire affaire avec un agent général, il va pouvoir offrir ses produits à une plus vaste clientèle. C'est l'avantage, en fait, de la présence des agents généraux dans l'industrie, c'est justement pour permettre un développement qui est plus expéditif, plus élaboré de la distribution des produits d'assurance. Et nécessairement, leur implication influence l'augmentation des demandes et aussi de la génération des données là, après. Donc, c'est certain que cet acteur-là, en fait, on pourrait penser qu'il est aussi important que les assureurs, les intermédiaires, ce qui n'est pas faux. On pourrait aussi penser qu'il est aussi bien encadré que les assureurs et les intermédiaires. Puis on serait tenté de penser que les agents généraux, considérant leur rôle, mais il y aurait une certaine responsabilité quant aux manquements que pourraient survenir du côté là, des intermédiaires. Donc, quand par exemple, un consommateur vient se plaindre par exemple, de la non-contenance de produits qui leur a été offert par l'entremise de leur représentant, souvent sur la police d'assurance, il va être inscrit le nom de l'agent général. Mais ce que le consommateur ne comprend pas, c'est que justement, l'agent général n'est pas l'assureur et il n'est pas non plus le représentant en tant que tel. Et ce qui est étonnant avec ça, c'est que le client va se tourner vers l'agent général ou bien vers l'assureur, puis il va dire, ce représentant-là de cette agence-là, il a manqué à ses obligations, peu importe, et c'est l'assureur qui va y copier, souvent. Je parle de mon expérience, là. C'est certain qu'il y a une responsabilité aussi qui est imputable aux intermédiaires. Donc, à l'heure actuelle, comme je le disais, la problématique, c'est surtout que les accords, le lien contractuel qui relie en fait l'agent général à l'assureur et aux intermédiaires, il n'est pas suffisamment détaillé pour comprendre toutes les exigences et les attentes en fait pour répartir les activités. Et de ce fait-là, il y a un manquement surtout là, pour assurer la contenance des produits, une bonne gestion aussi des risques de conformité, puis également dans la sélection là, des intermédiaires avec qui l'agent général va décider de faire affaire. Actuellement, il y a deux lois qui nous concernent. Bien sûr, c'est un enjeu qui est réparti sur tout le Canada, mais je me suis concentrée plus précisément sur l'Ontario et le Québec. Je vais commencer par l'Ontario parce que ça va être plus bref comme explication. En fait, actuellement, la Insurance Act ne s'applique pas aux agents généraux. Il n'y a pas d'encadrement prévu, d'encadrement formel prévu pour l'agent général.
Puis je dis pas encore, mais je veux vous réserver le punch pour plus tard parce que ça fait partie de nos pistes de solutions. Du côté de la LDPSF, qui est la loi sur la distribution des produits et services financiers, on a décidé en fait qu'on assimilait, qu'on incluait l'agent général sous l'application de cette loi-là, puisque c'est un inscrit à titre de cabinet, par contre. Donc, ça, c'est ce que je veux vous parler plus tard. Mais en gros, ces deux lois-là, ils ne sont pas suffisantes pour répondre à la mission de la protection du consommateur. Ce n'est pas l'idéal et on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. OK. Je vais. Donnez-moi des petites secondes, je vais me permettre d'aller la chercher. C'est beau, je vais aller la chercher. La joie du transfert d'un ordinateur à un autre. Ben non, c'est ça. C'est la technologie pour faire avec. Donc, article 71, alinéa 3. Je vais vous la lire. Une personne morale qui, sans agir comme cabinet, touche une commission ou une rétribution, fonction de la vente de produits financiers ou de la fourniture de services financiers, doit être inscrit auprès de l'autorité. Donc, même si ce n'est pas un cabinet en tant que tel, l'agent général est obligé de s'inscrire. La phrase suivante qui nous intéresse, c'est qu'à compter de son inscription, elle est pour l'application de la loi considérée agir comme un cabinet dans la discipline dans laquelle des produits et services sont offerts. Donc, pourquoi je voulais vous montrer cet article? Justement, on vient dire que, en fait, on comprend qu'il n'y a pas d'inscription pour l'agent général. Donc, l'agent général s'inscrit à titre de cabinet. Ce que ça fait, c'est qu'il n'y a aucune obligation de compétence, ni de formation, ni d'obligation propre à son activité de gestion de la distribution des produits et services financiers. Puis là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on prend la loi sur la distribution des services financiers, puis on vient de l'appliquer, puis on essaie d'en tirer, de comprendre l'encadrement pour l'agent général. C'est un exercice assez difficile. On a des lignes directrices qui viennent un peu nous éclairer sur les intentions du régulateur. Il faut noter que ces lignes directrices ou le guide sur la surveillance et la conformité de l'autorité des marchés financiers ne sont pas, il n'y a rien de contraignant là-dedans. Donc, c'est des propositions, c'est de dire aux agents généraux, voici ce à quoi on s'attend, puis on s'y réfère justement pour essayer de comprendre comment on pourrait venir appliquer la LDPSF. Par contre, comme je l'ai dit, c'est pas contraignant. Donc, oui, ça sert à interpréter, mais jusque. Je vous donne un exemple. L'article 80 de la LDPSF traite de la responsabilité des cabinets à l'égard de ses propres représentants. Si on essayait d'appliquer la LDPSF aux agents généraux, ça ne fonctionnerait juste pas. Pourquoi? Parce que l'agent général, lui, n'a pas de représentant à lui. Donc, ça va être des représentants, soit autonomes ou des cabinets, qui vont fonctionner sous leur responsabilité professionnelle à eux. Mais ce qu'on a vu, c'est que l'agent général, il vient vraiment permettre l'état du commerce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est un peu insensé de croire que il n'y a pas de responsabilité qui pourrait lui imputer de son côté. Donc, l'absence d'un cadre spécifique, principalement ses effets, premièrement, il n'y a pas de surveillance suffisante à l'égard des autres intermédiaires avec qui l'agent général décide de faire affaire. Je le rappelle, l'implication des agents généraux, ça permet de mettre les produits d'assurance portés de main d'une plus vaste clientèle. Ça a un effet boule de neige dès qu'ils décident de s'impliquer dans la distribution. Puis c'est grâce aux agents généraux qu'on peut aller chercher plus de clients. Donc là, on génère plus de données, on génère plus de demandes, mais il n'y a aucun encadrement spécifique qui s'applique à l'implication de l'agent général dans tout ça. Donc, justement, l'absence de l'encadrement, ça fait qu'on ne peut pas tenir directement responsable l'agent général en cas de manquement, malgré la teneur de son implication dans le réseau de distribution. Au Québec, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on essaie d'appliquer une loi, la LDPSF, compte tenu des adaptations nécessaires. Comment on les fait, ces adaptations-là?
OK, on suit sur les lignes directrices, mais encore une fois, ça ne peut pas servir d'outil d'intervention pour nos régulateurs puisqu'il n'y a aucun fondement formel, en fait, oui, juridique, mais qui n'est pas formel. Donc, le fait d'appliquer la LDPSF, je pense que ça complique beaucoup plus la tâche à l'AMF de simplement dire on ne va pas intervenir, on va pas faire de modification à la loi et on va laisser ça comme ça, puis on va l'appliquer du mieux qu'on peut. La LDPSF n'étant pas finalement applicable au même type d'intermédiaire que l'agent général. Je voulais vous donner un exemple. C'est l'affaire TrueStar, qui est un cas pendant en Ontario. Il s'agit d'un stratagème de fraude commis par le PDG de TrueStar, qui est un agent général en passant. Ce stratagème-là impliquait la création de fausses polices d'assurance, justement, ou à des faux clients, et dans le but de détourner les fonds là, dans des comptes personnels. Qu'est-ce qui relève de cette affaire-là? C'est justement de dire qu'il y a beaucoup trop d'argent qui passe entre les mains des agents généraux pour ne rien faire, pour justement dire c'est pas l'assureur, c'est pas le représentant. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup trop gros dans la chaîne pour un peu se cacher les yeux à son égard, puis de donner d'autres acteurs responsables malgré son implication. Et justement, l'absence d'un encadrement sévère qui, en fait, justement, cet encadrement-là permettrait une surveillance de la pratique des agents généraux à l'égard de leur lien d'affaires à eux. Donc, concernant les pistes de solutions, selon l'AMF, on ne viendrait pas apporter de modification à la loi parce qu'on dit que chaque inscrit est responsable de sa propre conformité à l'égard des lois et règlements. Donc, justement, l'AMF veut venir encadrer les activités imparties entre l'assureur et les intermédiaires, donc les agents généraux. Par contre, ce n'est pas une initiative qui va être suffisante pour établir des attentes véritables à l'égard des agents généraux. Encore une fois, je le rappelle, en lien avec ce que je viens de dire, le fait d'intervenir sur les activités qui sont réparties, l'AMF conclut au final que ça reste le cabinet, en fait, l'intermédiaire qui va être responsable de la conformité, même si on voudrait gérer ou réglementer les activités. Donc, en Ontario, de leur côté, c'est le punch que je voulais garder. On souhaite ajouter une partie 14.1 dans la Insurance Act qui va prévoir une catégorie spécifique pour le permis de l'agent général. C'est un permis qui est un peu plus spécifique, en fait, qui est plus sévère à l'égard des agents généraux parce que si on regarde, par exemple, comment les assureurs sont régis, comment les intermédiaires sont régis, on veut qu'ils s'assurent de la conformité de leur pratique à eux. Ce qu'on vient dire aux agents généraux, c'est que vu que vous êtes l'entre-deux qui met en contact des différents acteurs, vous allez être également responsable de vérifier la conformité des autres intermédiaires. Donc, si vous décidez de vous mettre en relation avec un intermédiaire, il va falloir s'assurer de prime abord que cet intermédiaire-là est à son affaire, respecte la loi, tient des comptes, etc., qu'il y a un système là, de satisfaction clientèle également. Selon moi, c'est important d'avoir ce cadre spécifique-là pour que le message soit non seulement clair aux agents généraux de savoir comment se conformer, mais c'est aussi nécessaire pour donner les outils nécessaires aux régulateurs pour intervenir en cas de manquement et de ne pas les laisser dans un flou un peu juridique d'interprétation puis d'application d'une loi qui, au final, ne s'applique pas très bien. Ça prend le cadre clair. Donc, pour terminer, comme vous avez pu le constater, je l'espère, les agents généraux ont une place immense dans la distribution des services financiers. Selon moi, mais je n'ai pas de boule de cristal, je pense que les affaires vont majoritairement aller se concentrer via la distribution des agents généraux et de moins en moins
par un cabinet directement. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que ça assure une certaine structure. Puis si on est capable d'établir les attentes à l'égard des agents généraux, bien, ça peut jouer en faveur de la mission là, de la protection du consommateur parce que le consommateur qui va faire affaire avec un représentant autonome qui agit à titre personnel, bien, au moins, il va s'assurer qu'il ne fait pas ça tout croche parce cet intermédiaire-là va avoir fait affaire avec l'agent général qui, lui, va lui fournir un système de conformité, une tenue de livre, etc. Pour l'instant, malheureusement, le cadre législatif n'est pas suffisant pour combler cette absence d'imputabilité explicite des agents généraux, ce qui est malheureux parce que, au final, l'objectif central, c'est la protection du consommateur. Et sans ça, en fait, sans déterminer clairement les rôles et la responsabilité de chacun dans leur relation d'affaires, ben, on vient un peu désavantager le consommateur qui, lui, va croire à une protection qui, au final, ne tient pas. Donc, je vous remercie beaucoup.